L'histoire récente, très mouvementée de l'Égypte, a vu se succéder une révolution, la montée au pouvoir des frères musulmans, de nouvelles manifestations, une intervention militaire et la prise du pouvoir par le maréchal Al-Sisi. Quelques attentats dirigés contre les touristes et la minorité copte sont venus définitivement tuer la manne financière du tourisme. Aujourd'hui, les étrangers reviennent dans un pays qui déploie un maximum de moyens pour accueillir les visiteurs. Les luxueux bateaux, restés à l'abandon depuis 2011, retrouvent enfin de leur superbe, emmenant les touristes à la découverte du riche passé, le tout dans une ambiance digne d'Agatha Christie. Nous remontons le Nil à partir d'Abydos jusqu'à Assouan et le barrage Nasser. Ensuite, nous empruntons la route pour nous rendre à la frontière du Soudan pour découvrir Abou Simbel. Quand on parle d'histoire d'Égypte, il y a une date très importante, il faut le connaître, c'est 3100 avant Jésus-Christ. 3100 avant Jésus-Christ, c'est le début de l'histoire d'Égypte. Pourquoi 3100 précisément? Simplement, en 3100 avant Jésus-Christ, première chose, ça a été l'invention de l'écriture en Égypte. Deuxième chose, ça a été l'unification de deux parties d'Égypte, la Haute et la Basse Égypte. De 3100 avant Jésus-Christ jusqu'à 330 avant Jésus-Christ, on va appeler ça l'époque des pharaons. Et là, le roi d'Égypte à cette époque-là, c'était des Égyptiens dont on a donné un titre, le mot pharaon. La période des pharaons durera jusqu'en 330 avant Jésus-Christ et la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand. Ce sera le début d'une nouvelle époque, l'époque grecque ou époque ptolémaïque. De cette période, on voit apparaître des sites comme Edfou, comme Ombo, Philae, qui ne sont pas des constructions grecques, mais des constructions égyptiennes. De 40 avant Jésus-Christ jusqu'à 640 de notre ère, ça c'est l'époque romaine, byzantine, quelques autres familles ont régné l'Égypte, jusqu'à l'ouverture des pays par les Arabes musulmans en 640 de notre ère. En 640, ça a été l'entrée des Arabes musulmans en Égypte. Nous sommes dans le temple d'Abydos. C'est le temple de l'époque des pharaons dédié à Osiris. Avec sa femme Isis et son fils Horus, il forme la triade sacrée d'Abydos, une des plus importantes d'Égypte. Osiris est le juge de l'au-delà. Nous quittons Abydos pour remonter en direction de Dendera. Il s'agit d'un temple plus récent de l'époque grecque. Ici, on a un site qui date à l'époque grecque dédié à la déesse Hathor. Donc la divinité principale du site ici était la déesse Hathor, qui a formé sa triade, bien sûr, avec son mari, le dieu Horus, seigneur d'Edfou, et leur fils Arsomptus. Et Arsomptus, en fait, c'est une des formes du dieu Horus qui guérit les malades. À l'entrée du site, on trouve la maison des naissances, ou Mamizi, où sont représentés les mystères des naissances divines. Inventée par la reine Hatshepsut pour se légitimer le droit d'être nommée femme pharaon. Un temple égyptien représente la carte de l'Égypte. Là, l'axe du temple, c'est le Nil, et les colonnes au-dessus, ce sont les plantes qui poussent sur le Nil. En général, quand on visite un site qui date à l'époque des pharaons, on va trouver que les chapiteaux des colonnes, soit feuilles de papyrus, soit fleurs de lotus. La Haute et la Basse Égypte. Mais dans les sites qui datent à l'époque grecque, on va voir que les chapiteaux de colonnes sont très composites. Et on va aussi voir un autre chapiteau qui s'appelle chapiteau hathorique. C'est une colonne avec chapiteau tête de la déesse Hathor. La Tanoura est une danse égyptienne qui s'apparente à celle des derviches tourneurs, bien qu'elle ait une fonction festive plutôt que religieuse.
Au temps des pharaons, les prêtresses faisaient onduler leur corps afin qu'Hathor, la déesse de l'amour, prenne possession d'elles. Tout d'abord, le mot Karnak, c'est un mot d'origine soudanaise qui veut dire village fortifié. À Karnak, il y a le plus grand site religieux d'Égypte. Ils ont pris la décision de faire le siège du dieu Amon ici à Karnak. La durée de travail à Karnak, c'est 2000 ans de travail. On a commencé à partir du Moyen Empire vers 2000 avant Jésus-Christ. Les travaux ont continué jusqu'à l'époque grecque. Amon était seigneur de Thèbes et comme Thèbes était la capitale du pays, donc là, tous les pharaons étaient installés dans cette ville. Chaque pharaon monté au pouvoir, il devrait rajouter quelque chose pour Amon, seigneur de Thèbes. Il doit satisfaire Amon. Il doit faire une chapelle, une colonne, un obélisque, n'importe. C'est pour ça à Karnak, il y a 10 pylônes, il y a 10 portails d'entrée. Les pierres qui ont servi à construire le temple proviennent de différentes carrières et sont acheminées par le Nil. Toutes ces carrières et le temple sont reliés par un canal au Nil, seul moyen de transport. Au niveau de l'architecture, quand je veux commencer le travail dans un site, je commence par le fond du site. Je commence par le sanctuaire. Et c'est tout à fait logique, parce que, voilà, pour pouvoir recevoir les pierres qui viennent des différentes carrières. Si je commence par la portail d'entrée, je suis perdu. La différence entre cette portail d'entrée et le sanctuaire de temple, 1500 ans. Le sanctuaire, ça date à l'époque de la 18e dynastie. Cette portail d'entrée, c'est le dernier pharaon en Égypte, qui s'appelle Nectanebou. La salle hypostyle de Karnak est une des plus connues et des plus grandes. Elle symbolise le Nil et les plantes qui y poussent, fleurs de lotus ou de papyrus fermées ou ouvertes. Selon l'hypothèse d'Hérodote, toutes les colonnes ont été construites en même temps. Après avoir posé le socle, on monte les colonnes en remplissant la salle de sable ou de limon pour permettre de rester au niveau de la colonne en construction. En enlevant le sable, on réalise la décoration. Le travail de cette salle a duré près de 500 ans. Les colosses de Memnon, situés sur la rive ouest de Thèbes, actuelle Luxor, nous accueillent à l'entrée de la vallée des rois. À Der el-Bahari, les décors sculptés racontent l'histoire de la naissance divine d'Hatchepsout. La divinité Thoth serait venue annoncer à sa mère Yamessou qu'elle enfanterait d'un pharaon exceptionnel. Le dieu Amon aurait pris l'apparence du père d'Hatchepsout pour féconder Yamessou. Hatshepsut serait donc de sang divin, légitimant ainsi son titre de femme pharaon. Plante sacrée du Nil, le papyrus est toujours utilisé pour le dessin, souvent à des fins touristiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire la feuille? Et voilà, ça c'est la tige. On coupe la tige selon la partie qu'on veut, enlève l'écorce, les parties vertes. La partie verte, c'est très très solide, très forte. C'est pour cela, à l'époque des pharaons, on a fait de ça beaucoup de choses, comme des sandales, des chapeaux, des paniers, beaucoup de choses de cette partie-là. Mais pour faire la feuille, on prend la partie entière. On fait des tranches très fines comme ça. Et voilà. Si la mêle, cette tranche, c'est facile à casser, regarde. Pourquoi c'est facile à casser? Parce qu'il y a des fibres à l'intérieur. Alors, pour casser les fibres, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la meilleure. Et voilà. Et maintenant, regarde. Ça ne casse pas. Après cela, la plante de papyrus contient 70% de sève. On fait la feuille. Il faut réduire cette quantité de 70% jusqu'à 10%. Pour réduire la quantité de sève de 70 jusqu'à 10%, on utilise le rouleau. Et maintenant, après on a utilisé cela, maintenant c'est le mêle, c'est très 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 forte. Et est flexible, très flexible, et comme vous voyez, c'est casse pas. Ça c'est le papyrus. Après cela, on met ça dans l'eau une semaine. Une semaine dans l'eau. Après une semaine dans l'eau, elles sont visqueuses. On fait des lignes verticales et horizontales. Après ça, je mets ça sur la presse, encore une semaine. Alors, après le semaine, ça c'est fait comme ça.
La rive occidentale du Nil, à Thèbes, est réservée à la mort et aux tombes des pharaons. Nous visitons le village des artisans. En contrepartie du travail fourni par les artisans à la construction de leurs tombes, les pharaons leur construisirent des villages pour eux et leurs familles. Ils bénéficiaient du logement, de l'enseignement pour leurs enfants et de l'accès à la médecine. Loin de l'idée d'esclavage véhiculée par le cinéma hollywoodien, les ouvriers alternaient 10 jours de travail et 10 jours de repos. Ils bénéficiaient également des rites de passage vers la vie éternelle, comme l'atteste cette tombe de chef artisan. Nous repassons sur la rive est du Nil pour une visite du temple Luxor à la tombée de la nuit. Situé au cœur de l'ancienne Thèbes, le temple de Luxor est comme celui de Karnak, dédié à Amon. D'abord du local de Thèbes, c'est sous la 18e dynastie qu'Amon devient l'unificateur de l'Égypte. Il aurait permis la victoire d'Amosis Ier sur les envahisseurs Hyksos, groupe pluriethnique venant d'Asie de l'Ouest et régnant sur la Basse-Égypte. La construction fut commandée par Amenhotep III dans la 18e dynastie et parachevée par Ramsès II dans la 19e dynastie, près d'un siècle plus tard. Ramsès II y ajouta le pylône, portique monumental, dont le parvis était orné de 2 obélisques et 6 colosses à son effigie. Ces 2 obélisques furent offerts à la France en 1830, mais un seul fut transporté à Paris sur la place de la Concorde en 1836. Par la suite, le site fut investi par l'Empire romain converti au christianisme et il décida d'y aménager plusieurs églises. L'ancien temple disparut dans le sable du désert et les conquérants musulmans y bâtirent la mosquée Abu el-Hagag, toujours présente et imbriquée dans le site. Nous quittons Luxor afin de remonter le Nil au soleil couchant en direction d'Edfou. Quand on va vers le sud, on monte le Nil. Quand on va vers le nord, quand on navigue vers le nord, on descend le Nil. Vitesse des bateaux en général, on est entre 13 et 20 km à l'heure. Ça dépend de 2 choses. La première chose, ça dépend si on est à l'aller ou au retour. Bien sûr, à l'aller vers Assouan, okay, on navigue moins vite, car on est contre le courant de l'eau du Nil. Le temple d'Edfou n'est pas au bord du Nil. Nous devons emprunter la calèche pour nous y rendre. Donc ce matin, là, on est à Edfou. Et Edfou, c'est une ville qui a son importance depuis l'Antiquité. Car simplement, ici, on est dans le siège de dieu Horus. Et Horus, c'est une divinité les plus importantes chez les anciens. Horus, c'est le dieu faucon. Elle fait partie, ou bien de la légende de la création du monde, des points de vue anciens. Ici, par contre, dans ce site, on a un temple qui date à l'époque grecque. C'est un site égyptien, fut construit par les Égyptiens, mais sous le règne du roi grec et les empereurs romains aussi, ils ont participé. C'est toujours un temple avec un axe tout droit, avec 4 éléments principaux, pylônes, cours, salle hypostyle et le sanctuaire. Et là, je vais commencer à parler des différentes fêtes affectées à Edfou. Donc Horus, elle est toujours installée dans son temple, dans son siège ici à Edfou. Et en même temps, Horus, c'est le mari de la déesse Hathor. Donc Hathor, elle est toujours installée où? À Dindara, 60 km à peu près nord de Luxor. Une fois chaque année, Hathor doit quitter Dindara et elle va venir ici à Edfou. Ça, c'est la première fête affectée à Edfou, la fête de la bonne rencontre ou bien la bonne réunion entre Horus et sa femme, la déesse Hathor.
Deuxième fête, fête de Nouvel An, 5 jours, la vie s'arrête, ça se compte même pas dans le calendrier, ça c'est une fois chaque année. La dernière chose dont on va parler, c'est la fête de la victoire de Horus sur Seth. Seth, chez les anciens, était le diable. Horus, elle a perdu son œil gauche pendant cette bataille. C'est pour ça l'œil Horus ou bien l'œil Odja, c'est une amulette de protection et santé. Nous continuons notre remontée du Nil, direction Kom Ombo. Kom Ombo est très mal conservé car placé au bord du Nil. Les crues du fleuve et les infiltrations ont considérablement endommagé l'édifice. Kom Ombo est un site unique dans l'architecture égyptienne. Bien qu'il respecte le schéma classique des temples égyptiens, il comporte 2 sanctuaires et 2 divinités adorées à l'intérieur du temple. Le dieu Sobek est la divinité principale de la ville de Kom Ombo, c'est le dieu crocodile. Mais comme il est difficile de faire vénérer une divinité négative, les prêtres ont ajouté le culte d'Aroéris, une forme ancienne d'Horus qui a la particularité de guérir les malades. Pour cette raison, on trouve à Kom Ombo de nombreuses scènes de médecine. On a les instruments de chirurgie qui nous a donné une idée comme quoi les anciens ils ont fait des opérations très délicates, on peut dire, hein, au niveau de cerveau, au niveau de ventre, tout ça. Ils ont momifié leur corps 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc jusqu'à nos jours, on ne sait pas comment ça a été momifié pour pouvoir résister jusqu'à nos jours. De savoir que le corps doit être mis en plein désert, loin des militaires, de savoir que pour que le corps peut résister jusqu'à la fin de la vie, il faut vider le corps de tous les viscères des dents, de les embaumer dans les vases canopes, tout ça. Donc tout ça, ça fait partie de la médecine. Chaque année, vous savez, comme l'Égypte c'était un pays agricole, on ramassait les impôts des pans de récolte. Donc chaque fois de récolte, les responsables vont demander des paysans de payer les impôts. Donc, une réponse de quelques paysans, désolé monsieur, ça a été la sécheresse, on n'a pas un régulateur, donc il n'y a pas de récolte, il n'y a pas d'impôt à donner. Le netté à l'époque était le bras, et le bras était 52 cm. Donc chaque fois de crue du Nil, les responsables, ils vont mesurer le millimètre. Si ça arrive à 14 bras, ils vont ramasser les impôts obligatoires de tous les paysans. Située un peu en aval de la première cataracte du Nil, la ville d'Assouan est la cité la plus au sud de l'Égypte. Cette situation géographique a fait de cette ville la plaque tournante du négoce avec la Nubie et l'Afrique, d'où son nom d'origine copte de Souan qui signifie négoce. Dès l'Antiquité, la région est déjà connue pour ses carrières de granit gris et rose, comme en témoigne cet obélisque inachevé. Aujourd'hui, Assouan vit en grande partie du tourisme. Le ciel y est toujours bleu et il peut ne pas y pleuvoir pendant plusieurs décennies. Nous naviguons sur le Nil en felouk, mais le manque de vent nous oblige à prendre la remorque de bateaux à moteur. À 10 km de la ville, en amont du Nil, le barrage d'Assouan a été voulu par le Premier ministre Nasser dans les années 50. En complément du premier barrage construit par les Anglais, Nasser réalise le rêve des pharaons de contrôler les crues du Nil. Mais cette réalisation entraînera de nombreux problèmes environnementaux, tels que la perte ou le déplacement de sites archéologiques majeurs, un déséquilibre dans l'apport en limon et l'érosion des berges du Nil. Une petite communauté nubienne est encore installée au niveau de la première cataracte du Nil, en amont d'Assouan et en aval du barrage. En 1963, cette communauté antérieure à l'Égypte dynastique
et considéré comme un berceau de l'humanité, est chassé de ses terres par les constructions du barrage, englouti par le lac Nasser. Cette communauté de pêcheurs a tendance à se détourner de la pêche traditionnelle pour s'orienter vers le tourisme. Situé à 290 km au sud-ouest d'Assouan, Abou Simbel borde le lac Nasser, non loin de la frontière soudanaise. Construit par Ramsès II, le pharaon bâtisseur, le plus petit des temples est consacré à Néfertari, sa reine favorite, et le plus grand au dieu protecteur de l'Empire Amon, Ptah, Ra et à lui-même. Ils étaient en grande partie taillés dans le grès des collines de Méa et Ipsek. Ces deux temples font l'objet d'un sauvetage, le plus impressionnant de l'UNESCO, commencé en 1964 et achevé en septembre 1968. Suite au désir de Nasser de construire un barrage à Assouan, Abou Simbel devait se retrouver submergé par les eaux du lac. Les deux temples furent entièrement démontés et reconstruits un peu plus haut sur une colline artificielle à l'abri de la montée des eaux. La façade des temples, leur intérieur et les pourtours de la montagne les abritant furent découpés en blocs et réassemblés plus haut. Une fausse montagne en béton armé fut reconstruite autour des monuments. La façade du grand temple comporte 4 statues colossales de Ramsès II, dont une se serait brisée après la construction du temple. À l'intérieur sont représentées des scènes de la bataille de Kadesh qui opposa l'empire hittite au nouvel empire égyptien de Ramsès II. Mais on y voit également des cérémonies de culte. Le plus petit des temples est consacré à Néfertari. Elle est représentée sous le trait d'Hathor, la déesse de l'amour, la beauté, la maternité et la joie. C'est ici que se termine notre remontée du Nil. Plus loin, le lac Nasser se prolonge vers le Soudan, terre des pharaons noirs.